les dirigeants des pays africains sont restés silencieux pendant des décennies. Cependant, cela a changé maintenant. En se tenant en plein cœur de l'Occident, à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, les dirigeants africains ont prononcé des discours qui ont ébranlé les fondements même des pays occidentaux. Divers dirigeants ont exposé le rôle de la France et des Nations unies en tant que laquais et facilitateurs de l'exploitation des pays africains. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères du Mali, représentant le chef militaire du Mali, a dit des choses auxquelles personne ne s'attendait. N'oublions pas qu'il se tenait à l'Assemblée générale des Nations unies, mais il a courageusement déclaré que la France avait sponsorisé des groupes terroristes en Afrique pour pouvoir intervenir en offrant des troupes. Il a également révélé que le Mali avait signalé cela aux Nations unies. Cependant, étonnamment, les Nations unies n'ont littéralement rien fait. La France est restée là où elle était et personne ne l'a remise en question. En disant cela, le ministre des Affaires étrangères du Mali a exposé la raison d'être des Nations unies. Qu'a-t-il encore dit pour faire honte à la France aux Nations unies, devant le reste du monde? Découvrons-le. Lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, a condamné l'ingérence de certaines puissances étrangères, faisant allusion à qui il faisait référence. Il a clairement indiqué que le gouvernement du Mali avait précédemment exprimé des préoccupations au Conseil de sécurité concernant les actions de la France le 15 août 2022. Mais ces actions ont continué sans conséquence, semblant jouir de l'impunité en raison du statut de membre permanent de la France au Conseil. En d'autres termes, malgré le suivi d'une procédure appropriée et les plaintes contre la France, les Nations unies n'ont rien fait. La France n'a même pas été interrogée une seule fois, bien que tous les pays européens sachent à quel point la France est impliquée en Afrique. Par conséquent, le ministre Diop a exprimé sa déception quant à la réponse internationale aux défis sécuritaires du Mali, malgré une décennie de présence, qui ne correspond pas à la gravité des menaces. Il a souligné que les attentes du peuple malien, telles que transmises par les autorités nationales, sont souvent restées lettre morte. Il a également déclaré que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, appelée MINUSMA, n'a pas contribué efficacement à la restauration du contrôle territorial national, entraînant une exacerbation de la situation sécuritaire qui s'est maintenant étendue du nord au sud et aux régions centrales du Mali. En ce qui concerne la MINUSMA, il a critiqué son rôle dans l'aggravation des tensions entre les communautés en utilisant présumément les droits de l'homme à des fins politiques. Cette critique a été à la base de la demande du gouvernement de retirer la mission en juin 2023, des efforts étant en cours pour répondre à cette demande d'ici le 31 décembre, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité. Le ministre Diop a également abordé la situation au Niger, condamnant l'imposition de sanctions et de mesures coercitives, mettant particulièrement en avant l'illégalité et l'inhumanité des sanctions de la CEDEAO. Il a affirmé catégoriquement que le Mali s'oppose à toute intervention militaire potentielle de la CEDEAO, mettant en garde contre les conséquences graves que de telles actions pourraient avoir pour le Niger et la région élargie. Faisant référence aux événements passés, il a critiqué l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, la qualifiant de principale cause de la prolifération du terrorisme dans le Sahel. Il a exhorté la communauté internationale à tirer des leçons des erreurs commises en Libye et à appeler à des réformes dans la gouvernance économique, financière et politique mondiale pour créer des conditions équitables à la participation de l'Afrique aux institutions multilatérales. Vous voyez, son ton en disait long. Le Mali n'est pas d'humeur à demander ou à mendier. Désormais, il fera seulement connaître son plan au monde international et le mettra en œuvre. Le Mali ne perdra plus son temps aux Nations unies à se plaindre de la France, sachant que rien ne sera fait contre la France. Peut-être que l'Occident se moque de l'image très ternie des Nations unies. Chaque pays du monde sait que si un pays occidental comme la France commet une action répréhensible contre un pays en développement, la France s'en tirera sans subir de conséquences. C'est ce déficit de confiance qui coûtera cher aux Nations unies. Auparavant, il y avait un rideau, une illusion, que les Nations unies étaient vraiment un organisme international capable de faire respecter le droit international par les pays. Cependant, après ce que la France a fait en Afrique pendant des années et l'ignorance des Nations unies à ce sujet, il est devenu clair qu'aucun pays en développement et faible ne devrait rien attendre des Nations unies. Mais que s'est-il passé en 2022 concernant le Mali ? En 2022,
lorsque la France a retiré ses forces Barkhane du Mali, les tensions entre Bamako et Paris sont restées élevées. Le Mali a fait part de ses préoccupations aux Nations Unies, avec son ministère des Affaires étrangères envoyant une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU accusant la France d'aider les djihadistes au Mali et de violer son espace aérien. Il est à noter que la lettre utilisait des mots francs et directs comme « aider les djihadistes », ce que aucun pays n'avait jamais dit dans des lettres officielles. De plus, la lettre alléguait la possession de plusieurs preuves démontrant les entrées non autorisées de la France dans l'espace aérien malien au bénéfice de groupes terroristes, y compris le largage d'armes et de munitions. C'est littéralement incroyable. Le Mali a des preuves que la France a directement aidé des terroristes. Cependant, les Nations Unies n'ont rien fait et ont fait semblant de ne rien voir. La lettre pointait environ 50 incidents de violations répétées et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises depuis le début de 2022. Des drones, des hélicoptères et des avions de chasse auraient survolé le Mali sans autorisation de Bamako. En ce qui concerne les accusations d'espionnage, la lettre de Diop accusait les Français de s'engager dans des activités d'espionnage, y compris le largage de colis par l'armée française le 8 août. L'armée malienne a affirmé que des survols secrets ont eu lieu après une attaque sur le camp de Tessie, indiquant une violation non coordonnée de l'espace aérien. Selon Diop, cette preuve suggérait que les groupes terroristes, en particulier la branche sahélienne de l'État islamique, bénéficiaient d'un soutien externe et d'une expertise significative. Ce soutien signifiait des armes suffisantes pour poursuivre l'insurrection au Mali, ouvrant ainsi la voie à une guerre pour que la France reste au Mali. Il est important de noter que ce n'était pas la première fois que le Mali accusait la France de violer son espace aérien. Des allégations similaires ont émergé en avril après la découverte de corps d'une fosse commune à Gossi, qui ont été renvoyés au Mali en force. Lors de cet incident, le Mali a accusé des soldats français, tandis que la France a impliqué le Mali et des mercenaires russes du groupe Wagner. La France a nié toute violation de l'espace aérien, rejetant les accusations comme de la désinformation. Dans sa lettre, Diop a plaidé pour une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et a averti que le Mali avait le droit de légitime défense si de telles activités se poursuivaient, ce qui pourrait potentiellement compromettre la stabilité et la sécurité du pays. Plus tôt en septembre 2022, la France a également été critiquée par le Mali pour la même question. Le premier ministre malien de l'époque, Abdoulaye Mega, a déclaré que Paris avait poignardé le Mali dans le dos. La relation entre la France et le gouvernement militaire du Mali, qui a pris le contrôle en 2020 et reporté les élections jusqu'en 2024, s'est détériorée rapidement, poussant le Mali à chercher de l'aide auprès de mercenaires russes. Il a défié la France de transcender son histoire coloniale, accusant le gouvernement français d'adopter des politiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes qui, selon lui, avaient suscité de forts sentiments parmi les Africains cherchant à préserver leur dignité. De plus, Mega a également critiqué le secrétaire général de l'ONU, Guterres, pour ses commentaires sur un différend entre le Mali et la Côte d'Ivoire concernant des soldats ivoiriens détenus. Rejetant l'intervention de Guterres, Mega a mis en garde contre les éventuelles conséquences juridiques et a appelé à des réformes au sein de la force de maintien de la paix de l'ONU au Mali. C'est maintenant l'occasion de vous rappeler d'aimer et de partager la vidéo, et de vous abonner à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Revenons maintenant à notre sujet. Cette situation n'est pas entièrement nouvelle. En 2021, des allégations similaires ont été formulées. Le premier ministre de l'époque, Maïga, a déclaré que les troupes françaises avaient établi une enclave dans le nord du Mali, qui avait été remise au groupe terroriste Ansar al-Din. Il a affirmé que la France avait formé ces groupes terroristes opérant au Mali. Mega a également prétendu que ces groupes venaient de Libye. Le conflit au Mali remonte à 2013, lorsque la France est intervenue après que des rebelles armés ont pris le contrôle du nord du pays. Malgré la présence de troupes françaises dans la région, la violence s'est étendue au Mali central, au Burkina Faso voisin et au Niger. Cette situation a entraîné une perte de vie significative, le déplacement de personnes et l'absence de présence de l'État dans diverses parties du Mali. Ces affirmations n'étaient pas de simples allégations, car aucun pays ne pourrait écrire une lettre formelle au Conseil de sécurité des Nations Unies sans disposer de preuves suffisantes. Cependant, malgré des preuves solides contre la France concernant des allégations sérieuses de soutien aux terroristes, les Nations Unies n'ont rien fait. Maintenant,
Essayons d'imaginer ce qui se serait passé si c'était un autre pays à la place de la France. Changeons la France et la position du Mali pour mieux comprendre. Si la France avait écrit une lettre à l'ONU affirmant qu'elle avait des preuves que le Mali avait soutenu des terroristes, alors l'ONU aurait donné le feu vert à l'OTAN et à la mission de sécurité de l'ONU pour attaquer le Mali. Tout le monde sait que c'est ainsi que les choses se seraient passées. Cependant, comme le Mali n'est pas un pays occidental qui n'a pas de toutou privé comme les Nations Unies, rien n'est fait contre la France. Puisque les Nations Unies n'ont rien fait contre la France, elles n'ont même pas mené d'enquête, le Mali a estimé que la mission de maintien de la paix de l'ONU devrait être retirée du pays. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères du Mali a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à retirer rapidement la mission de maintien de la paix du pays, en invoquant son incapacité à relever efficacement les défis en matière de sécurité. Non seulement cela, mais la raison sous-jacente était l'incapacité des Nations Unies à interroger la France sur son soutien au terrorisme au Mali. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a souligné que le gouvernement du Mali exige le retrait immédiat de la MINUSMA, faisant référence à la force des Nations Unies au Mali. Diop a souligné que la MINUSMA semble être devenue partie du problème en exacerbant les tensions communautaires, alimentées par des allégations extrêmement graves qui sapent gravement la paix, la réconciliation et l'unité nationale au Mali. En janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté 3 options pour ajuster la mission, notamment le renforcement des effectifs ou un retrait complet des troupes. Dans un rapport publié ultérieurement, il a recommandé une solution intermédiaire pour reconfigurer la mission, en se concentrant sur un nombre limité de priorités. Après la réunion du Conseil de sécurité, le chef de la MINUSMA a souligné l'importance du consentement du pays hôte pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'est une décision que le Conseil doit prendre, a déclaré Elgassem Wayne, soulignant que les opérations de maintien de la paix reposent sur le principe du consentement du pays hôte, sans lequel les opérations deviennent considérablement difficiles. Alors que certains pays, dont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont souligné l'importance de la MINUSMA, d'autres, comme la Russie, ont insisté pour que toute proposition soit en accord avec l'opinion du pays hôte. L'ambassadeur russe a souligné le rôle essentiel du gouvernement malien dans la lutte contre le terrorisme, ce qui, selon lui, n'était pas explicitement indiqué dans le mandat du casque bleu. Non seulement la mission de sécurité des Nations Unies, mais le Mali a également demandé le départ des troupes françaises du pays. Vous devez savoir que dans ses premières phases, l'opération Barkhane a été initialement saluée comme un triomphe. En utilisant des technologies aériennes et terrestres avancées, les forces françaises ont efficacement éliminé les militants de positions stratégiques. Mais peut-être que cela visait à créer une première impression selon laquelle il fallait garder les troupes françaises au Mali. Par conséquent, avec le soutien des alliés européens, la France a étendu sa présence dans tout le Sahel, établissant des bases permanentes à N'Djamena, au Tchad, et à Niamey, au Niger. En 2017, la France, en collaboration avec le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, a lancé la force du G5 Sahel, une unité de lutte contre le terrorisme composée de 5000 soldats. Malgré un mandat élargi pour opérer au-delà des frontières, ces efforts n'ont finalement pas réussi à obtenir le soutien local. Le nombre important de victimes civiles et les accusations de violation des droits de l'homme par les forces de sécurité ont porté un coup sévère aux initiatives régionales et nationales. L'échec à atteindre ces objectifs prévus a été attribué à une combinaison de lacunes structurelles, d'erreurs tactiques et, notamment, d'une mauvaise interprétation des dynamiques des conflits locaux. En conséquence, les opérations françaises dans la région en sont venues à être comparées à l'interprétation du conflit afghan par le président Emmanuel Macron. Plus tard, le sentiment anti-français au Sahel a atteint des niveaux sans précédent, principalement en raison de l'incapacité de la France à faire face à la crise de sécurité. Les manifestations de rue sont devenues courantes, et les coups d'État en août 2020 et mai 2021 au Mali ont renversé des dirigeants qui coopéraient dans une certaine mesure avec les entreprises françaises. Comment le financement des terroristes se fait-il en Afrique de l'Ouest ? Le GAFI, le groupe d'action financière, a publié un rapport qui en dit long sur la manière dont cela se fait. Le groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et le groupe d'action financière se sont associés à Energis pour un projet de recherche axé sur les typologies visant à révéler les différentes méthodes utilisées par les terroristes, les groupes terroristes et leurs partisans en Afrique de l'Ouest pour collecter,
transférer et utiliser des fonds. L'équipe du projet a recueilli des données auprès d'experts stationnés dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest reconnus pour connaître des incidents liés au terrorisme significatifs et fréquents. Ces pays étaient le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Le rapport a identifié plusieurs méthodes par lesquelles les terroristes se financent. Parmi elles, le financement du terrorisme par le biais d'organisations non gouvernementales, d'institutions caritatives et de prélèvements, ainsi que le trafic illicite d'armes, d'actifs et de devises, avec l'utilisation de transporteurs de fonds en espèces en tête. Mais cela montre également clairement que la France est impliquée dans le financement des terroristes. C'est parce que la plupart des ONG en Afrique ont des liens avec la France. Cela suggère une menace sérieuse selon laquelle les ONG pourraient être indirectement impliquées dans le financement du terrorisme, exigeant la nécessité de les rendre responsables. Cependant, même s'ils parviennent à obtenir un financement, se procurer des armes et des munitions n'est pas facile. C'est parce qu'il n'y a pas d'usine d'armes privée dans les pays africains qui pourraient vendre des armes aux terroristes. De plus, les armes utilisées par les terroristes sont fabriquées en Occident. À moins que les terroristes n'utilisent des plateformes de commerce en ligne pour se procurer des armes, il devient évident que la France les approvisionne en armes. Cet argument est cohérent avec ce que le gouvernement malien a dit sur l'utilisation illégale de son espace aérien par la France. Les avions français pénètrent dans le territoire malien et livrent des paquets d'armes. De plus, comme l'a dit l'ancien Premier ministre malien, les troupes françaises ont créé une base pour les terroristes où elles ont peut-être laissé suffisamment d'armes. Par conséquent, les troupes françaises dans les pays africains ne luttent pas contre le terrorisme. Au contraire, elles sont dirigées pour le soutenir et répondre aux demandes des terroristes. Il s'avère que le terrorisme dans chaque pays pourrait trouver ses racines en France. Seule une enquête peut nous conduire à la vérité, mais cela est bloqué par les Nations Unies. Le Mali a rappelé à maintes reprises les Nations Unies de ces allégations, mais rien n'a été fait. Il devient clair que la raison pour laquelle le Mali n'est pas critiqué pour accuser la France est une preuve que la France est profondément impliquée. Pour éviter de rendre l'affaire publique, les Nations Unies restent silencieuses, comme elles peuvent le faire sans se plaindre. La raison pour laquelle le terrorisme n'a jamais cessé dans les pays d'Afrique de l'Ouest est que la France n'a jamais voulu que cela se termine. Si les terroristes étaient éliminés, il n'y aurait aucune raison pour que la France reste et exploite les ressources. C'est pourquoi nous avons vu des manifestations contre les opérations anti-djihadistes des troupes françaises. La population locale a du mal à comprendre pourquoi les attaques terroristes persistent, malgré les ressources considérables à la disposition des forces françaises. Eh bien, maintenant, chaque personne en Afrique sait pourquoi les opérations françaises contre les terroristes ont échoué. C'est parce que la France n'a jamais voulu mettre fin au terrorisme en premier lieu. Le Mali est devenu le premier pays à aborder cette question de manière appropriée, en écrivant une lettre aux Nations Unies, puis en exposant tout à l'Assemblée générale. Peut-être maintenant, après avoir compris pourquoi le terrorisme ne pouvait jamais prendre fin en Afrique, d'autres pays africains voudront également écrire des lettres aux Nations Unies. Si le Mali seul ne peut pas contraindre les Nations Unies à prendre des mesures contre la France, peut-être que tous les pays africains réunis peuvent demander à l'ONU de faire ce qu'elle est censée faire. Cette pression peut ramener l'ONU sur la bonne voie pour devenir une organisation internationale qui doit être neutre. Dans le scénario inverse, si l'ONU ne fait rien, cela peut nous amener à constater que quoi qu'il arrive, l'ONU sera un toutou occidental travaillant uniquement pour l'Occident. Quoi qu'il en soit, ces actions montrent clairement au reste du monde qui mérite d'être digne de confiance et qui ne le mérite pas. Qu'en pensez-vous ? L'ONU prendra-t-elle un jour des mesures contre les puissantes puissances occidentales qui enfreignent les lois internationales ? Que faut-il faire avec la France pour qu'elle ne sponsorise jamais le terrorisme dans les pays en développement ? Quelque chose qui devrait être un crime ? Faites-nous part de vos réflexions sur ce que vous saviez de l'image de la France avant. Vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.